Handicap et accès au musée. Aujourd'hui, le musée accueille les différences. C'était le thème du colloque organisé à l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Rouen. Jean-Christophe Batteria, Hervé Collodio. C'est à un véritable tour de France des initiatives prises en faveur des handicapés qu'étaient conviés les congressistes. Ici, pas de grands débats théoriques sur la solidarité, mais des exposés d'idées simples et si possible peu onéreuses. Un véritable défi lancé aux responsables des musées. Si on réfléchit à ce qu'est ce musée, qui est un des plus beaux musées de France, alors le temps s'est arrêté, il n'y a plus rien à faire parce que c'est un des plus beaux musées de France. Or, je crois qu'un des objectifs, c'est de le rendre accessible à tous. Il n'y a pas de standard du handicap, donc pas de solution universelle. Ici, au musée des Beaux-Arts de Rouen, l'accès au fauteuil roulant est presque parfait. Ascenseur, même si la commande est mal placée. Dans les salles, peut mieux faire. Vu le niveau des éclairages. Descendre de 60 cm les légendes des tableaux, pour les personnes en fauteuil, ne coûterait pas grand-chose. Bilan d'ensemble, mention bien. Enfin, la situation bouge. Depuis quelques années, il y a une amélioration notable. Mais il y a encore quelques défauts, par exemple des plateformes élévatrices dont le poids qu'elles peuvent supporter sont trop bas. Donc les fauteuils roulants électriques ne peuvent pas les utiliser. Ça, c'est dommage. Désormais, les non-voyants ne sont plus laissés pour compte au musée, avec la sculpture, bien sûr. Oui, je reconnais aux mains levées et les mains dans les cheveux, parce que j'ai touché donc l'œuvre originelle au musée Rodin. Ils ont aussi accès à la peinture, avec des initiatives comme celle de Françoise Simon, la libraire du musée de Rouen, qui propose des œuvres de Matisse en relief. Ne faisons pas une culture spécifique, mais une culture ou une pratique culturelle où chaque être peut y trouver sa mesure. Et c'est parfois pas toujours très coûteux. Les musées semblent vouloir passer d'un système d'initiatives dévouées mais ponctuelles à une vraie politique d'accueil pour tous. C'est leur mission. J'ai choisi de vous faire partager ma communication par une cassette que j'ai préalablement enregistrée. Pourquoi ? Parce que je pratique et j'honore profondément l'écriture et la lecture braille, mais je n'avais pas besoin, je crois, de m'en servir aujourd'hui. Je voulais être dans ma joie naturelle, d'accueillir moi-même ma propre différence. Alors j'accueille ma propre différence avec cette humilité, et je vous propose de m'écouter sur cassette. Merci à tous. Nous étions au printemps, et j'avais l'intention de partager avec vous comment une personne privée de vision était éveillée à la beauté. Dans un premier temps, je vais vous parler du bonheur que j'ai d'être dans mon jardin, grâce à l'accompagnement de qualité de ma famille, qui m'a toujours fait grandir dans ma différence. Lorsqu'on est atteint d'une maladie évolutive et que les premiers repères acquis étaient des repères visuels, ces repères évoluent au fil de la déficience. Il m'a donc fallu aller vers d'autres repères pour reconquérir les formes, les couleurs et les perspectives. La force intérieure que l'on reconnaît souvent chez les personnes atteintes de déficience, je l'ai personnellement trouvée dans le toucher du monde végétal. Pour éduquer et rééduquer mon toucher, il a fallu que je fasse le deuil de la perte de la vue. Vaincre ses réticences, aller spontanément vers un arbre, une plante, un autre végétal, est loin d'être si naturel. Je pense profondément que l'approche tactile s'apprend. J'ai donc travaillé avec au début une certaine difficulté, à la résurgence de ce sens du toucher, si occulté dans notre civilisation occidentale. Au début de cette expérience dans mon jardin, j'ai d'abord touché pour toucher, aller vers un arbre, laisser glisser ses deux mains contre l'écorce, en prolongeant son geste jusqu'aux racines, complètement. Des racines de l'arbre, je suis passé peu à peu au toucher plus minutieux des feuilles, et d'arbre en feuille, je suis arrivé aux fleurs, toutes différentes et parfois plus difficiles à appréhender. Au fil de mes expériences de toucher, je me suis rendu compte que mon toucher se modifiait lorsque d'autres personnes me regardaient en train de toucher. Pour faire ce rapport entre toucher et vision,
il faut accepter que les anciens repères de la vue restent intacts et résurgissent et vous animent même. La pulpe des doigts permet d'investir complètement le toucher. La personne aveugle ne ressent pas seulement qu'avec la pulpe de ses doigts, mais avec tout son corps et plus particulièrement avec la plante de ses pieds. Ce qui m'a toujours permis d'avancer dans cette investigation du toucher, c'est de penser à Hélène Keller, sourde et aveugle de naissance, qui arrivait à reconnaître toutes sortes de symphonies à travers le plancher par la plante de ses pieds nus. Je me déplace à l'aide de 2 cannes simples. J'ai 46 ans et 2 enfants de 20 ans et 16 ans. Je fréquente les musées de France ainsi que ceux à l'étranger. Souvent, je perçois un regard interrogateur qui semble dire « Tiens, elle fréquente les musées, à quoi ça lui sert ?» Ou bien « On me tutoie ». Pour beaucoup de gens, la personne handicapée est une personne qui ne pense pas, qui n'est pas cultivée, qui n'a pas pu suivre d'études et qui, en un mot, ne peut pas vivre normalement. En effet, pendant longtemps, les familles ont caché leurs handicapés par honte. Ils n'ont pas non plus été scolarisés et l'accessibilité inexistante empêchait toute sortie à l'extérieur ou les rendait très difficiles. Je ne me souviens pas d'avoir eu des difficultés insurmontables pour visiter des lieux, ou peut-être pour certains châteaux forts ou les châteaux cathares. Cependant, régulièrement, je me heurte à des difficultés telles que le passage d'une porte cochère par la porte des piétons, l'absence de rampe dans les escaliers, des différences de niveau entre les salles, les escaliers roulants, l'accès depuis l'extérieur par des marches, le stationnement éloigné des lieux de visite, des sols glissants et un manque cruel de sièges dans les salles. Des détours interminables pour utiliser les ascenseurs qui souvent sont très mal signalés. Pendant plusieurs années, j'ai fait les visites des grandes expositions parisiennes avec les amis des musées départementaux. Là, pas de problème car le bus stationnait très près des entrées. Cependant, j'avais parfois quelques problèmes à suivre le conférencier dans les déplacements trop rapides d'un endroit à un autre. En plus, je suis désavantagée par ma petite taille et la station debout m'est pénible. Il faut noter l'accueil particulier qui est fait aux handicapés lors des grandes expositions parisiennes. En effet, ceux-ci sont dispensés de faire la queue et même ceux qui les accompagnent en bénéficient de ce passe-droit, ce qui est fort appréciable, sans que les valides présents dans la queue ne se manifestent. Ça, c'est extraordinaire. À Paris, je suis allée là pour Cézanne dimanche dernier. Il y avait une queue incroyable. Je suis arrivée, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que tout de suite, tout m'a été ouvert, mes enfants avec. Ça a été assez extraordinaire. Et surtout, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est que les gens de la queue n'ont surtout rien dit. Et qu'en province, c'est des choses qui sont des fois difficilement vivables. Ah, je pense que dans la capitale, les gens, à mon avis, les gens sont peut-être ont plus l'habitude de voir des gens handicapés aller visiter. En province, c'est vrai, je me trouve souvent très seule et je me dis, mais c'est pas possible. Où sont les gens handicapés? Alors sur Paris, on en voit beaucoup plus souvent. J'ai toujours pris toutes ces difficultés avec humour et bonne humeur. J'ai même eu souvent des fous rires. Je pense, pour conclure, je pense et je reste persuadée que l'accessibilité est l'affaire de tous, car nous sommes tous des handicapés potentiels. Il me semble opportun que dans chaque commission sur l'accessibilité soient invitées à participer des personnes confrontées à ce problème. Il doit être difficile pour une personne ne connaissant pas elle-même ou par des proches les déficiences dues à l'handicap de pouvoir remédier à ces obstacles. Je demande aussi aux intéressés de prendre leurs problèmes en main et qui n'attendent pas tout des autres, qu'ils revendiquent leur accès à la culture tout en participant à la mise en place d'une culture accessible à tous.